Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Simone, bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Un plaisir de vous retrouver pour le décryptage. Plaisir partagé. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis et des droits de douane, nous interroger sur l'impact de cette décision sur l'économie mondiale. Le président américain Donald Trump continue avec ses annonces sur les taxes à l'international. Il a annoncé de nouvelles taxes qui vont avoir forcément des impacts sur l'économie mondiale, au moins 10% pour certains pays comme les pays africains, mais les taxes vont varier d'un pays à un autre selon ce que vous exportez vers les États-Unis et les taxes que vous imposez également sur les pays, sur les produits américains. Alors, quel est le contexte dans lequel Donald Trump décide aujourd'hui d'annoncer ces nouvelles taxes? Que se passe-t-il réellement? En fait, pour parler un langage simple, puisque dans nos pays, on parle régulièrement de déficit sur le plan commercial, quand on regarde, Donald Trump considère qu'il y a ce même déséquilibre au niveau de la balance commerciale pour les États-Unis. Et lui, il considère que dans ce déficit au niveau de la balance commerciale, il y a le fait qu'il y a certains pays, et il précise bien, des pays amis et des pays concurrents. C'est-à-dire même parmi des pays que les États-Unis considèrent comme des pays amis, il y a des pays qui taxent les produits des Américains à l'importation, alors que les Américains ne taxent pas ces pays autant que ces pays taxent les États-Unis. Donc pour lui, il dit même qu'il y a une injustice qu'il faut réparer. C'est pourquoi quand vous voyez ce qu'il dit, il parle de réciprocité. Justement. C'est-à-dire taxer des gens qui nous taxent. Et il considère que cela crée un manque à gagner pour les États-Unis et pour lui et son équipe. Si on parvient à taxer ces pays, ça permet aux États-Unis d'obtenir à peu près 600 milliards de dollars par an. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique, qui, elle, découle de la première, si à l'entrée des États-Unis, on augmente les droits de douane, vous avez automatiquement une augmentation du prix du produit qui a subi cette augmentation. Et de façon simple, le produit augmentera autant que les droits de douane vont augmenter. Si c'est de 25%, le produit augmente de 25%. Donc ce produit se retrouve plus cher sur le marché américain. Le fait de rendre ce produit plus cher, les voitures qui viennent du Canada par exemple, mais ça permet aux États-Unis de rendre beaucoup plus concurrentes les voitures fabriquées aux États-Unis. D'ailleurs, même Trump l'a dit, si vous ne voulez pas être taxé, venez fabriquer vos produits chez nous, à l'intérieur des États-Unis. C'est vrai qu'il y a quelque part une approche économique dans cette démarche pour faire en sorte que les produits américains soient achetés d'abord par rapport aux autres produits en jouant sur une relation qualité-coût qui va amener les gens à acheter américain avant d'acheter autre chose. Il pense également que cela va permettre aux industries américaines, à la manufacture de façon générale, de se remettre en marche, ce qui crée énormément d'emplois, ça il faut le dire. Maintenant, entre la théorie et la pratique et la réalité, il y a tout un écart. C'est là où se pose le problème, parce que quand on regarde, il a ramené ce qu'il appelle une taxe de base, 10%, tout le monde, sans distinction. Maintenant, en fonction des pays, il y a une augmentation qu'il appelle la réciprocité. Mais vous en avez sur lesquels on a tapé dur, comme la Chine, 54%. Vous avez même certains pays africains où on a tapé dur, comme le Lesotho, 50%. Bon, vous avez d'autres comme le Togo, le Sénégal, où on est resté sur la taxe de base de 10%. On n'a rien ajouté dessus. Parce qu'il y a la taxe de base et il y a les droits de douane qui viennent s'ajouter à cette taxe de base. Le Togo n'est pas concerné, le Sénégal n'est pas concerné, mais déjà avec les 10%, on va avoir des problèmes parce que beaucoup de nos pays profitaient de AGOA. Oui. Alors qu'avec AGOA, c'était une facilité pour qu'on puisse amener nos produits aux États-Unis. Les 10% enlèvent la facilité, parce que dans la facilité, il n'y avait pas ces 10%.
Est-ce que, quelque part, c'est le protectionnisme voulu par Donald Trump qui se met en place? On veut rendre les produits américains concurrentiels. Pourquoi ne pas les rendre concurrentiels à l'extérieur? Eh bien, il faut les rendre concurrentiels à l'intérieur des États-Unis. Il a choisi la méthode la plus simple. Le niveau de vie des Américains, plus la population, pas loin de 500 millions d'habitants, on a un marché et on a des gens ayant un certain niveau de vie et qui veulent maintenir leur niveau de vie. Parce que c'est ça l'Américain. Ils ont un mode de vie auquel ils tiennent. Le problème de Trump, c'est qu'à la concurrence, si on laisse venir les voitures électriques chinoises aux États-Unis, les Américains achèteront des voitures électriques chinoises de très bonne qualité et à un prix meilleur que le prix du marché américain. Donc, quelque part, Trump est en train de vouloir faire ce qu'on pourrait appeler de la concurrence de façon déloyale. Au lieu de concurrencer les gens sur le plan technique, en amenant des produits qui permettent de concurrencer les autres sur le plan technique, se rendant compte qu'il n'est pas capable de le faire, il crée ce qu'on appelle une barrière tarifaire. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir te concurrencer sur le plan technique, je mets une taxe sur ton produit, de sorte que quand il arrive chez moi, en regardant les deux produits, en regardant la différence technique, en regardant la différence de coût, facilement on va choisir l'autre. Je donne un exemple simple. Un téléphone portable est un téléphone portable. Il y a rare un téléphone portable qui a des choses que l'autre n'a pas. Mais bien sûr, les gammes ne sont pas les mêmes. Quand tu le vends trop cher, le gars finit par faire du réalisme en disant « Attendez, ça coûte trop cher parce que malgré le prix supplémentaire, à part la marque, à part le design, fondamentalement, il n'y a pas de différence. » Et ça, le réflexe, parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut acheter. Mais en ce moment, le produit américain est laissé, le produit chinois est acheté. Mais si tu rends le produit chinois cher, on va se retourner sur le produit américain. Et il veut le faire au niveau des véhicules, au niveau comment on appelle encore, des biens de façon générale, des équipements de façon générale, parce que dans le marché américain, effectivement, les produits américains sont fortement concurrencés, pas seulement par les produits chinois, mais les produits indiens, les produits de la Corée, etc., européens, le Canada, etc. Et ils sont en train de se rendre compte qu'attendez, même si eux aussi ils vendent à l'étranger, ils sont en train d'avoir une concurrence sérieuse à l'intérieur du pays. Et ça crée ce protectionnisme qui, bon, si tout le monde s'y met, qu'on se pose la question à quoi le monde va ressembler d'un point de vue commerce mondial. Alors, est-ce que cela ne risque pas plutôt de décourager les investisseurs étrangers ou les partenaires qui exportent leurs produits vers les États-Unis, à peut-être les pousser à aller chercher d'autres marchés? Mais bien sûr, pas seulement à aller chercher d'autres marchés, mais ça va poser un sérieux problème parce que le marché américain est un marché important. Quand on prend par exemple le cas du Canada, vous avez déjà des industries automobiles et autres qui sont dans l'équipement de façon générale, qui commencent à voir comment réorganiser leurs entreprises. Et la première chose qui risque d'être faite, c'est de mettre des gens au chômage. Une seule firme parle déjà de 25 000 personnes qui risquent d'aller au chômage. Parce que au coût où les voitures vont être vendues, ils ne s'attendent pas à pouvoir vendre autant de voitures qu'ils vendaient auparavant. Ce qui veut dire qu'il va falloir diminuer la production. Mais diminuer la production, c'est diminuer également le nombre d'employés parce qu'on n'aura plus besoin de toutes ces personnes pour faire autant de voitures quand ces voitures ne seront pas vendues au niveau des États-Unis. Maintenant, c'est ce jeu que Trump fait pour que ce déficit de voitures, qu'on fabrique ces voitures au niveau des États-Unis, même par une firme étrangère, mais quand cette firme étrangère viendra fabriquer ces voitures au niveau des États-Unis, les emplois perdus ailleurs seront des emplois récupérés aux États-Unis. Mais ce n'est pas évident du tout. C'est un calcul qu'il fait, comme je dis, c'est très facile, c'est très simple de le mettre sur un schéma et de croire que ça marche. Parce que dans l'achat, il y a un problème de comportement. Ce n'est pas évident que les Américains vont suivre la direction que Trump a indiquée, même s'il a été élu par les Américains. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence pour les États-Unis d'abord, avant de parler du reste du monde, puisque en prenant une telle décision, Donald Trump dit qu'il le fait pour le bonheur des Américains, pour relever le niveau des Américains, mais quelles peuvent être les conséquences, peut-être non imaginées par le président américain, d'une telle décision? En fait, la première chose, Donald Trump veut pousser les Américains à consommer américain. Indirectement, c'est ce qu'il est en train de faire, puisque les produits américains, financièrement, économiquement, vont être privilégiés par rapport à d'autres produits à cause d'un coût qui sera inférieur à cause des taxes. Donc,
quand il le fait, c'est pourquoi on parle de protectionnisme. Oui. C'est-à-dire vendre ses produits et empêcher, parce qu'on dit protectionnisme, c'est très joli. Oui. En fait, tu crées une barrière pour empêcher aux autres produits de rentrer ou bien pour rendre l'accès à ton territoire extrêmement difficile pour les autres produits. On peut le faire sur plusieurs manières. Lui, il a pris le côté tarifaire. On peut le mettre sur les normes en disant que pour que le produit rentre chez nous, il faut que ça respecte telle norme, telle norme. On en met tellement que finalement, on va préférer ne pas faire rentrer. C'est toujours une forme de protectionnisme. En fait, lui, il pense qu'avec ça, il va pouvoir relever l'économie des États-Unis. Puisqu'il dit que le pays est en train de baisser sur le plan économique et il veut que le pays soit relancé sur le plan économique. Mais cette relance, d'un point de vue théorique, semble facile, mais elle n'est pas évidente. Parce que les États-Unis, même étant un grand pays sur le plan économique, ne peuvent pas vivre en vase clos. Eux également, ils vendent à l'extérieur. Ils ne se contentent pas du marché intérieur américain. Si les autres se mettent à faire la même chose, ils vont également payer ce prix. D'ailleurs, la Chine, par exemple, a donné une réponse très ferme en disant qu'en plus de ce qui existe déjà comme taxe sur les pays, sur les produits américains qui arrivent en Chine, la Chine vient d'augmenter 34%. Pour tout ce qui est bien tout à l'heure venant des sur États-Unis. ces réactions à l'international. Donc la conséquence, bien évidemment, pour les États-Unis, c'est une augmentation des prix des produits. Mais bien sûr, une augmentation des prix des produits et éventuellement même la raréfication de certains produits. Parce que quand je risque de vendre ma marchandise beaucoup plus chère aux États-Unis, avant de prendre la peine d'y amener ma marchandise, de payer ce tarif avant de faire rentrer ma marchandise, je vais chercher à voir est-ce que le marché existe. Si le marché devient très rétréci, pourquoi aller aux États-Unis au lieu d'aller chercher un marché ailleurs où je pourrais continuer à avoir ma marge bénéficiaire au lieu d'aller aux États-Unis et de ne pas avoir la marge que j'avais d'habitude. Donc même ce que Trump dit, comme je dis, ça ne sera pas aussi automatique. Chaque pays, chaque entreprise va faire ses calculs d'abord, mettre en place ses stratégies pour savoir est-ce qu'il est toujours intéressant de continuer à commercer avec les États-Unis ou bien est-ce qu'il faut changer de marché parce que le marché américain n'est plus intéressant pour des produits venant d'ailleurs. Alors, au-delà des États-Unis, quel impact une telle décision peut-elle avoir sur l'économie mondiale? Sur l'économie mondiale, on considère que pratiquement, ça va être la première fois depuis vraiment belle lurette qu'on ait cette remise en cause de ce qu'on appelle le commerce mondial actuellement, qui est géré par l'Organisation mondiale du commerce. Ça va être la première fois. Parce que depuis fort longtemps, il y a eu quelques soubresauts de temps en temps, mais ce qu'on a vu, on ne l'a pas vu depuis fort longtemps. Quand on regarde ce que disent les organismes spécialisés, ils disent deux choses. Première chose, c'est que la guerre commerciale ne sert absolument à rien parce que dans cette guerre, personne ne gagne. Même si théoriquement, c'est Trump qui déclare la guerre, c'est Trump qui croit qu'il va gagner. Quand on regarde les spécialistes, beaucoup ne pensent pas que ça va pouvoir aboutir. D'autres se disent que le protectionnisme pendant un petit temps, oui, mais sur une longue période, le protectionnisme n'a pas d'issue. Mais malheureusement, même si on dit que le protectionnisme n'a pas d'issue, notre monde actuellement est tellement interpénétré que ce que Trump est en train de faire va se répercuter ailleurs. J'avais donné tout à l'heure un seul exemple pour une industrie automobile qui risque de se passer de 25 000 de ses employés. Cette industrie n'est pas aux États-Unis. Oui. Mais la perte du marché américain entraîne cela. Dans nos pays, avec AGOA, avec tout un ensemble de choses, généralement, nous, c'était des vêtements, c'était du karité, c'était du soja. Mais si le prix est tellement élevé qu'on ne sera plus concurrentiel sur le marché américain, nous perdons le marché américain. Il ne s'agira pas d'aller essayer quoi que ce soit. Il va falloir qu'on cherche qu'est-ce qu'on va faire avec ces productions. Il faut qu'on trouve un autre marché. Le même problème se pose avec le continent européen, qui pour le moment n'a pas encore donné une réponse précise, mais ils sont en train de se concerter parce que cela va impacter également les pays européens, sans compter qu'il y avait déjà une sorte de guerre qui ne dit pas son nom entre l'Europe actuelle et Trump en particulier, pas seulement la guerre par rapport à l'Ukraine, mais sur le plan économique également. Donc ça veut dire que l'économie mondiale est en train d'être bousculée. On peut assister à de l'inflation, parce que c'est ça qui amène l'inflation de façon générale. On peut même assister à de la récession. Certains disent même que c'est sûr
que si Trump continue avec ça, il y aura de la réception aux États-Unis d'abord, avant que ça n'aille ailleurs. L'autre élément, ça sera la baisse des échanges sur le plan commercial à l'échelle mondiale. Parce que si tout le monde riposte, que chacun augmente également ses taxes, mais acheter deviendra plus difficile parce que les produits vont coûter plus cher. Mais il y aura moins de gens pour acheter. L'OMS, par exemple, parle de au moins 1% de baisse au niveau du commerce mondial si on commence directement l'application. Alors, quelles sont les réactions? Parce que, bien évidemment, une telle décision ne va pas rester sans suite. Est-ce qu'il y en a déjà qui réagissent? Est-ce qu'il y en a qui prévoient aussi d'augmenter la taxe? Les réactions sont là. Rappelez-vous, ça avait déjà commencé avec le Canada. Il avait ciblé un pays, le Canada, qui veut transformer en État américain. Il y avait des taxes, le Canada a réagi, on a discuté. Trump a compris qu'effectivement, en piquant, tu peux te faire également piquer. Actuellement, tout le monde sait qu'il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui ne dit pas son nom. On a vu comment la Chine a été fortement taxée. La Chine a répliqué en disant qu'en plus des taxes qui existent aujourd'hui sur les biens américains qui rentrent en Chine, la Chine augmente la taxation de 34%. Ce qui veut dire que la Chine a répondu de façon coup par coup à ce que les Américains ont fait. Les Européens sont en concertation. On a vu la responsable de l'Union européenne dire qu'on ne se laissera pas faire, que les gens s'apprêtent à pouvoir répliquer par rapport à ce que Trump a fait si les négociations ne permettent pas de résoudre ce problème. Mais Trump également dit aux gens, on est ouvert à la négociation. Ceux qui veulent répliquer, c'est ce qui est curieux dans cette attitude-là. Il dit ceux qui veulent répliquer, nous allons encore taxer davantage. Mais si on rentre dans cette logique, mais vous imaginez à quoi cela va aboutir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand les spécialistes disent que quand on essaie de faire une guerre commerciale, personne ne gagne parce que finalement, tout le monde va se retrouver dans des problèmes. Si je prends le cas des pays africains, nous, quelle riposte on peut avoir en général par rapport à Trump, je ne vois vraiment pas trop. Bien qu'il serait bon qu'on ne soit pas les derniers de la course, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que s'il y a cette guerre sur le plan commercial, même si nous faisons semblant en disant nous sommes neutres, nous payerons les pots cassés. N'oublions pas Covid, n'oublions pas la guerre en Ukraine. On a subi des conséquences économiques ici, de crises que nous-mêmes nous n'avons pas créées, de crises dans lesquelles nous-mêmes nous n'avons pas participé. C'est pourquoi malheureusement on est toujours là à dormir avec notre Union africaine. C'est l'Union africaine qui devrait se réunir, faire un bloc, comme l'Union européenne est en train de le faire, pour voir quelle réponse l'Afrique va donner à ce problème-là. Mais il y a mieux. Mais pourquoi nous sommes aussi vulnérables? Pourquoi à chaque fois qu'il y a des problèmes quelque part, il faut que nous, on en subisse les conséquences, mais que nos économistes, que ceux qui dirigent nos pays, que nos stratèges réfléchissent pour que cette vulnérabilité parte, pour qu'on ne soit pas là toujours à payer des pots que nous n'avons pas cassés, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf. Mais avant de nous séparer, que faut-il retenir de cette décision du président américain et de ses conséquences sur l'économie mondiale? Il faut dire clairement que Trump est en train, avec ces décisions qu'il prend pratiquement à l'appel, de perturber le commerce international, surtout avec cette question de taxes-là. Maintenant, moi, mon avis le plus simple, c'est que les États-Unis, c'est vrai, c'est un grand pays sur le plan économique, c'est un pays dont on a besoin sur le plan économique, mais c'est un pays qui a besoin également des autres pays sur le plan économique. Pour moi, c'est l'occasion pour arrêter Trump. Ce monsieur est un danger pour l'économie mondiale. L'arrêter au sens figuré, bien sûr. Au sens figuré comme au sens propre. Parce que si on ne l'arrête pas sur le plan économique, il va le faire dans d'autres domaines. Il faut que l'occasion soit saisie par tous les pays pour que la réciprocité dont Trump parle, qu'on lui applique la même réciprocité pour que demain, parce que les Américains, la chose à laquelle ils sont le plus sensibles, c'est leur portefeuille. Si les gens réagissent comme Trump de façon collective, Trump va revenir sur ses décisions comme il l'a fait avec le Canada quand il a voulu commencer à mettre ses taxes. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir après l'invité pour le plateau de Regard Croisé.